Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA DMB, le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Alors aujourd'hui, on reçoit Xavier Brochard, consultant en marketing digital, qui vit en Chine et travaille en Chine depuis 12 ans et en chinois. Il est aussi intervenant dans différentes formations, dont le MBA DMB à Shanghai. Bonjour Sophie. Bonjour. Et merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi faut-il s'intéresser au digital en Chine ? Vaste sujet. Donc merci encore Sophie de me donner cette opportunité de discuter avec toi de l'importance du marketing digital en Chine. Comme tu le disais, en fait, ça fait donc maintenant une douzaine d'années que je vis et réside en Chine. J'y suis d'abord arrivé pour faire mes études, dont une première année uniquement consacrée à la langue chinoise, ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai une compréhension à l'écrit, à l'oral, qui m'aide énormément dans le marketing digital sur place. Et surtout à comprendre en fait l'utilisation de toutes les applications dont on va parler dans quelques secondes. Donc, depuis 12 ans sur place, je travaille en Chine, et principalement en agence de communication. Maintenant, je suis plus en mode indépendant avec mes propres clients, et je suis toujours autant fasciné en fait par la vitesse de développement digital, vitesse de développement du marketing digital dans ce pays, puisque quand je suis revenu en Chine il y a 6 ans, WeChat commençait à peine en fait à devenir populaire. Il n'y avait qu'une 50aine de millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on vient de dépasser le milliard d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 750 millions en Chine. Alors, par où commencer rapidement sur la Chine, des choses qui sont assez importantes. Peut-être quelques chiffres de marché ? C'est les chiffres en fait, tout simplement comprendre un peu la démographie et comprendre de quoi on parle. Il faut quand même savoir qu'en Chine, on compte environ 770 millions d'utilisateurs d'Internet. 770 millions d'utilisateurs d'Internet, ça fait plus qu'en Europe, que la population de l'Europe et la population des États-Unis réunis. Cependant, 772 millions d'utilisateurs d'Internet, ça fait à peine 55% de la population chinoise. Donc là, on peut encore s'attendre à une certaine évolution en fait de la démographie Internet en Chine. Et sur ces 772 millions d'internautes en Chine, plus de 90% le sont via une application mobile. Via un téléphone mobile, un smartphone, un iPhone, ou bien toutes les Android, les smartphones Android de marques chinoises très connues. Donc on commence enfin à entendre parler en Europe, Xiaomi, Vivo, Huawei et consorts. La chose qui me surprend en fait toujours en Chine, c'est un peu ce que l'on appelle en fait le saut générationnel, voire le saut technologique, puisque de plus en plus d'internautes chinois n'ont jamais connu les ordinateurs, n'ont jamais connu ce que c'était un véritable clavier, comme nous avons été éduqués avec Internet, et ont directement commencé à utiliser Internet via un téléphone portable. Ce téléphone portable, en fait, aujourd'hui, est une véritable pierre angulaire de la vie quotidienne des Chinois, puisque je pense que tout le monde ici qui écoute ce podcast a déjà entendu parler de WeChat. WeChat qui est la méta-app qui permet de faire énormément de choses, aussi bien de rester en contact avec ses amis, ses collègues, de payer toutes sortes de services, et j'en passe. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc des chiffres qui sont évidemment à l'échelle de la Chine, mais donc une utilisation très très forte du téléphone mobile pour la vie de tous les jours. Et ensuite, que font les Chinois avec leur téléphone mobile ? C'est la question qu'on peut tous se poser. Donc, on vient d'en parler. WeChat, évidemment, pour converser avec ses proches, ses collègues. Il y a aussi un deuxième point très important de cette utilisation, plus que dans la vie sociale, c'est le e-commerce, tout simplement. Le M-commerce, du coup. Ou le M-commerce, exactement, puisqu'en fait tous les grands portails e-commerce chinois ont été directement portés en version mobile. Et aujourd'hui, les versions mobiles de ces sites e-commerce chinois doivent recevoir entre 80 et 90% du trafic via leur propre application ou leur version mobile. Donc ce e-commerce qui permet en fait à tout à chacun d'acheter
des produits culturels, d'acheter des produits de la vie de tous les jours, d'acheter du poisson frais livré en 45 minutes quand on vit dans une grande métropole comme Pékin, Shanghai, Shenzhen, et qui permet aussi d'être donc livré de manière très rapidement. Qui dit e-commerce, m-commerce dit aussi paiement en ligne et le paiement mobile. Donc si vous payez vos courses sur un site internet en Chine avec votre téléphone mobile, eh bien cette solution de paiement peut être aussi utilisée dans les magasins physiques. Et ça, c'est quelque chose, sur le coup, on ne le réalise pas, mais donc ça a vraiment, je pense, démarré en 2015, d'après mon expérience, où quand vous alliez au Starbucks, au fur et à mesure, on vous proposait de payer avec WeChat. Ensuite, depuis récemment, on peut payer avec Alipay également au Starbucks. Et aujourd'hui, quand vous allez acheter du café, 80-90% des paiements sont réalisés avec votre application mobile. Donc c'est pour ça, lorsqu'on arrive en Chine, c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. On voit absolument tout le monde coller à son téléphone portable. Et le téléphone portable qui sert littéralement de carte de crédit. Plus récemment, au début de cette année 2018, c'est l'implémentation dans le métro de Shanghai, de Shenzhen et de Pékin des solutions de paiement dans le mobile pour payer son ticket de métro. Donc pour tous ceux qui ont voyagé à Hong Kong ou à Londres, on sait qu'on utilise des cartes Pay as you go. Donc on reprend ce principe du Pay as you go, qui existait déjà par ailleurs en Chine dans les grandes villes avec des cartes, des smart cards, des cartes intelligentes, et qui a été porté directement sur téléphone portable, donc de différentes possibilités, soit avec une application qui génère un QR code, soit directement avec la puce NFC des Android et des iPhones dernière génération. Et quand on prend le métro ces jours-ci à Shanghai, ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre de personnes qui payent son ticket de métro avec son téléphone portable. Donc voilà. Donc on comprend bien qu'en Chine, maintenant, il n'y a plus une vie digitale et une vie physique séparée. Il y a vraiment l'interaction des deux. C'est l'interaction des deux, et d'ailleurs c'est très intéressant ce que tu dis, puisqu'il y a un terme pour ça en Chine, qu'on appelle le O2O. Alors il y a des débats, est-ce que c'est online to offline, offline to online, mais la fusion en fait de la vie physique et vie digitale se fait quasiment de manière sans frottement. Tu parlais tout à l'heure de e-commerce, de m-commerce. Nous, on voit apparaître sur Facebook le social commerce. Tu parlais pour la Chine de WeChat et de la Meta App. Du coup, comment tout ça se passe finalement? Est-ce que c'est plutôt sur les sites m-commerce des marques ou est-ce que tout se passe via WeChat? Alors c'est extrêmement intéressant puisque en fait il y a différents types de sites e-commerce. Il va y avoir des types de sites e-commerce qui sont spécialisés par type de produit, ou bien après il y a des sites de e-commerce qui se spécialisent par type d'achat, que ce soit des achats groupés, que ce soit des achats par individuel, ou bien des centrales d'achat pour des grandes quantités. Et WeChat a aussi vu l'émergence d'un phénomène qui, pour moi, existe depuis très longtemps aussi, qui sont les groupes d'achat entre amis. Et par exemple, à Shanghai, moi, je fais partie de plusieurs groupes, dont un groupe qui est géré par un ami, qui gère une cave à vin et qui fait des offres toutes les semaines, en fait. Et alors, il fait des offres avec des enchères plus ou moins inversées, en expliquant qu'il a une quantité limitée de produits. Et plus les gens achètent, plus le prix va baisser, et puis il organise des loteries. Donc en fait, on a le e-commerce en fait en Chine, ça ce sont des données qui vont être très difficiles à aller chercher puisqu'il n'y aura pas de site officiel derrière, à part la société de cet ami qui pourra te dire quel est le chiffre d'affaires qu'il génère par ce biais. Mais c'est quelque chose qui est très réel. J'ai une supérette en bas de chez moi qui a créé en fait son propre groupe WeChat avec le QR code qui est affiché à l'entrée du magasin et eux font passer en fait plusieurs publicités à chaque début de journée. Ça peut être moins 20% sur les ananas ou sur les fruits de la passion et avec la possibilité d'acheter en ligne en fait. Et en fait ces achats en ligne, donc ça dépend si c'est soit toi, moi, on peut créer notre groupe d'achat et on peut vendre entre amis. Soit c'est des magasins qui le font, même des restaurants qui font des promotions de ce biais-là. Et c'est un phénomène qui est extrêmement important en Chine, qui est difficile à quantifier de manière précise, puisque ça reste assez du domaine de la communication de personne à personne, mais qui est bien réel.
bien réel. Ensuite, après, les Chinois, comme beaucoup de monde, sont toujours à l'affût des bonnes affaires, et donc si on peut trouver des produits un petit peu moins chers, amenés par des tiers de confiance, en général, c'est toujours une bonne recette pour générer un peu de chiffre d'affaires de cette façon-là. Et alors, nous, de l'Occident, on a une vue partielle de ce qui se passe sur le digital en Chine, mais on a quand même des acteurs chinois qui commencent à arriver chez nous, ne serait-ce que parce que déjà au niveau mondial, ils commencent à prendre une place de plus en plus importante. Je crois que tu avais quelques chiffres à nous partager éventuellement. Non, exactement. Alors, je pense que les auditeurs de ce podcast sont au courant de chaque année du rapport de Mary Meeker, peu importe la façon dont on le prononce, qui chaque année en fait vient nous régaler avec des chiffres très intéressants, des tendances très intéressantes, plutôt à la fin du mois de mai. Et le rapport de cette année concernant la Chine précise en fait une donnée extrêmement intéressante. Il expliquait qu'il y a 20 ans, dans le top 20 des leaders de l'Internet mondial, il y avait 9 sociétés américaines et 2 sociétés chinoises seulement. Et cette année, sur ces 20 sociétés, donc le top 20 mondial des sociétés de l'Internet, de 9, les États-Unis passent à 11 sociétés, et les 9 sociétés restantes sont toutes chinoises. Donc la Chine est passée de 2 à 9 sociétés dans ce top 20, et j'ai envie de dire presque rendez-vous dans 5 ans, puisque je pense que dans le top 20, 15 seront chinois, avec des sociétés qui ont des capitalisations assez phénoménales, qui sont encore assez, on va dire, mal connues. Bon, tout le monde connaît les noms de Baidu, Alibaba, Tencent. Par contre, si je commence à parler de Didi, JD, Meituan, Toutiao, ce sont des choses qui ne vont pas forcément, même aux initiés, pas forcément rappeler quelque chose tout de suite, mais ce sont des sociétés en très fort développement. Et alors, même si ce sont des sociétés qui n'ont pas forcément distribué des services à l'extérieur de la Chine, tout de suite, ce sont des sociétés qui vont, d'une manière certaine, mener des opérations d'investissement sur des pépites ou d'autres sociétés à l'étranger, mais aussi des sociétés qui vont exporter certaines fonctionnalités ou certaines technologies. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en fait. Un des exemples tout simple, c'était il y a 2 ou 3 ans lorsque Snapchat a implémenté le QR code en fait. Et en fait, il fallait savoir que Snapchat avait créé pas une société, mais avait créé en fait une équipe à Shenzhen de 50 ingénieurs pour comprendre comment utiliser le QR code pour que les gens puissent s'ajouter les uns à les autres dans une optique de création de trafic et d'augmentation de base d'utilisateurs. Et en fait, ils sont venus étudier en Chine comment les choses se faisaient, et après ils en ont tiré quelques recettes et quelques fonctionnalités pour se l'appliquer à eux-mêmes. Snapchat est dans la position qu'on sait aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour eux, mais je pense qu'il y a énormément d'autres fonctionnalités en Chine que l'on connaît encore assez mal en Occident, mais qui vont venir et devenir en fait des automatismes de l'utilisateur d'Internet ou de l'utilisateur de smartphone en Occident d'ici quelques années, et ces fonctionnalités auront été pensées ou créées ou développées en Chine. Moi, je pense toujours à Google en fait. Lorsque les moteurs de recherche, en fait, il y a 20 ans, sont arrivés en France, c'est pas une idée française d'avoir fait un moteur de recherche, puisque comme moteur de recherche, on avait le 3615 avec le Minitel, et c'était pas vraiment un moteur de recherche. Donc ça, c'était déjà une habitude très américaine. J'ai une question, je vais la poser à un tiers de confiance. Aujourd'hui, c'est complètement passé dans les mœurs 20 ans après. Donc aujourd'hui, quelles sont ces fonctionnalités chinoises que les Chinois commencent à utiliser ou utilisent déjà depuis plusieurs années chez eux, et qui vont passer en fait cette frontière et devenir en fait quelque chose d'extrêmement habituel pour nous d'ici quelques années. Mais c'est vrai que c'est frappant quand on arrive en Chine. Tu parlais du QR code. Il y a des QR codes partout. Alors que nous, on a tendance à penser que le QR code, c'est un petit gimmick qui prend pas, qui a jamais pris, qui voire même va mourir. En Chine, il est partout. Alors est-ce que finalement l'usage chinois va revenir ici, ou est-ce que c'est un usage vraiment typique chinois ? Le QR code, je suis partagé. Le QR code, puisque pour moi, c'est quelque chose ça a vraiment été une rencontre d'une technologie avec un public qui n'attendait presque que ça en fait. Moi, j'ai ma propre version pourquoi le QR code est aussi populaire en fait en Chine. Plusieurs choses. Quand on utilise WeChat, on sait tous qu'il y a un lecteur de QR code.
Donc dans l'application la plus populaire utilisée par les Chinois, il y a cette fonctionnalité de pouvoir scanner le QR code. Pour moi, c'est juste une conséquence de l'apparition des QR codes. Pourquoi les QR codes sont apparus avant ? D'une manière toute simple en fait. Lorsque vous apprenez le chinois, si ça vous est déjà arrivé un jour, vous savez qu'il est très difficile de se souvenir des caractères, dans quel ordre on trace un caractère et dans quel sens. Et en général, quand on arrive à faire son premier caractère, on est fier de soi. Il y a toujours un Chinois qui va nous dire « Non, tu l'as pas tracé du bon côté ». Et en fait, si on retourne la question, on demande à des Chinois d'apprendre l'alphabet, s'ils l'ont pas fait dès le plus jeune âge, et on se rend compte qu'en fait, ils sont capables de faire des erreurs toutes bêtes, comme nous, on est capable de faire une erreur sur un trait d'un caractère chinois. Donc de là, demander à des Chinois de se souvenir d'une adresse URL pour aller visiter un site web, ça devient quelque chose de compliqué, puisqu'on leur demande de se souvenir d'une adresse URL alphabétique avec un alphabet qu'ils ne maîtrisent pas, et ensuite ils peuvent, au moment de taper cette adresse, faire des erreurs puisqu'ils s'en souviendront pas très bien. Donc le QR code est aussi utilisé de cette façon-là, de manière à être un détrompeur pour éviter que les gens aillent sur le mauvais site internet. Et donc, parce qu'on connaît les problématiques de typo-squatting, notamment tous ces sites internet qui sont créés en changeant quelques lettres des sites internet très, très célèbres. Et enfin, quelque chose aussi qui vient pas tout de suite à l'esprit, mais à l'usage en Chine, on le comprend assez rapidement, c'est en fait l'environnement du search en Chine. Puisqu'on souvent on se dit Baidu est le Google chinois. J'ai un gros doute dessus, puisque Baidu en fait est quand même extrêmement commercial. À moi-même avoir travaillé et acheté des services à Baidu, quand on veut indexer son site de manière naturelle en SEO en Chine, c'est extrêmement compliqué. On reçoit des petits coups de fil de Baidu. Ensuite, dès qu'ils vous connaissent pour dire tiens, si tu mets un petit billet, on va te faire remonter ton site dans les résultats naturels. Donc, ça a une influence aussi sur les internautes chinois qui sont extrêmement méfiants vis-à-vis de Baidu. Donc l'environnement search en Chine laisse vraiment à désirer, et les utilisateurs chinois, qui sont pas plus bêtes que d'autres utilisateurs, quand ils utilisent Baidu, ils ont toujours en fait cette double lecture des résultats en se disant est-ce que c'est sponsorisé ou pas, parce que la présence dans les 10 premiers résultats, on sait très bien que la personne derrière a payé en fait pour être là. Donc en fait il y a une grosse perte, je sais même pas si c'est une perte, il n'y a jamais eu de très grande confiance dans le search chinois, et c'est pour ça que le raccourci Baidu Google me fait un peu sourire, mais c'est une des raisons aussi pour moi majeures pourquoi le QR code fonctionne aussi, puisque lorsque vous voyez une publicité dans la rue et qu'on vous met simplement taper notre nom en chinois dans un moteur de recherche, le risque que ce nom chinois vous emmène dans la mauvaise destination est réel, d'où la présence des QR codes sur tous les supports marketing, de façon à ce que lorsque l'utilisateur déclenche son téléphone et son scanner de QR code, il veut vraiment aller sur votre site et il ne veut pas se perdre en route. En fait. Et du coup, sur cet aspect de la recherche, du coup, qui est peut-être moins développé sur le marché chinois, mais aussi cette absence d'accès finalement à Google, parce qu'on pourrait se dire finalement qu'ils n'utilisent pas Baidu et qu'ils utilisent Google. On sait que la censure fait qu'ils ne peuvent pas. On voit dans beaucoup d'articles aussi que finalement le VPN est pas mal utilisé par les Chinois. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, complètement. Alors, il y a quand même 2 services de Google qui fonctionnent en Chine, maintenant 3 depuis 2 mois. Google Translate, qui a été réouvert il y a quasiment 1 an, puisque en fait Baidu, les services de traduction de Baidu sont pas non plus extrêmement performants, donc alors que les services de traduction de Google le sont assez. Donc Google Translate, Google Traduction, on peut le réutiliser depuis quasiment 1 an. Il y a Google Scholar, qui est extrêmement important pour les universitaires qui font des recherches. Et là, ça fonctionne en Chine très bien. Et la troisième chose, c'est Google Maps, qui vient de se rouvrir également en Chine. Et là, tout récemment, avant-hier, j'ai vu que Google vient de lancer sa première mini-app en Chine. Donc sur WeChat. Sur WeChat. Et donc, les articles, les médias américains comme TechCrunch commencent déjà à titrer sur le fait que Google a une stratégie sous le radar pour revenir tout doucement en Chine de manière plus ou moins, pas détournée, mais de manière discrète.
Voilà, un peu ce qu'on peut dire pour le Donc ça, c'est pour la partie finalement permise. Moi, quand j'étais en Chine, tu m'avais tout de suite installé un VPN pour que je puisse avoir accès à tout. Mais tu me disais depuis que le gouvernement faisait aussi la chasse au VPN. Exactement. Alors le VPN, de mon point de vue, et là c'est un point de vue évidemment qui n'engage que moi-même, je pense que c'est quand même assez toléré. Il y a quand même une dizaine de millions d'étrangers qui se baladent au quotidien en Chine, qui ont besoin de garder un certain lien avec leur service à l'étranger, avec leur adresse email, avec les différents sites sur lesquels ils ont l'habitude d'aller. Donc on va parler des Google classiquement, des Gmail, des YouTube, des Facebook. Mais il y a aussi en fait pas mal de sociétés qui utilisent des services. Je pense notamment à des services en ligne de gestion de projet ou bien moi c'est ce que j'utilise beaucoup en agence, des services comme Basecamp qui sont accessibles difficilement sans VPN, donc l'utilisation d'un VPN est extrêmement importante. Les Chinois eux-mêmes utilisent de plus en plus des VPN. Alors c'est pas toujours la même technologie de VPN. Parfois c'est ce qu'on appelle du shadow socket. C'est une technologie qui est un petit peu différente et qui permet en fait, pareil, d'accéder à des sites qui sont situés en fait à l'étranger. Il y a différents usages en fait. Pourquoi ? Puisque par exemple la Chine envoie 80 000 étudiants chinois en France chaque année. Ça perd peu de personnes. Quand ces personnes rentrent en Chine, elles ont créé une vie sociale en France avec laquelle elles veulent garder certains liens, une vie sociale qui souvent se fait via Facebook ou d'autres applications qui sont peu permises en fait en Chine. Donc pour tous ces étudiants étrangers qui rentrent en Chine et que la Chine veut pouvoir accueillir, elle ne peut pas non plus leur opposer un mur. Donc il y a une certaine tolérance de mon point de vue qui est faite au moins pour ces populations chinoises qui ont l'habitude de voyager avec l'étranger. Il y a aussi maintenant une véritable problématique, et je l'ai vu au CES à Shanghai au mois de juin cette année, de plus en plus de sociétés chinoises qui partent à l'assaut de l'étranger de manière classique, mais qui partent avec leurs propres armes marketing, comme n'importe quelle start-up dans le monde le ferait. Et pour faire cela, elles auront besoin de Facebook, besoin de faire un petit peu d'AdWords, elles auront besoin aussi d'aller sur Instagram et de montrer qu'elles sont visibles. Et il y a en fait un véritable gap en ce moment de connaissance des réseaux sociaux occidentaux en Chine pour des sociétés chinoises qui veulent s'attaquer aux marchés internationaux. Et après, Facebook, selon certaines statistiques plus ou moins officielles, il y aura entre 60 et 80 millions d'utilisateurs de Facebook au quotidien en Chine, localisés en Chine. Puisqu'on sait que pour se connecter sur Facebook, en fait, il vous faut une adresse IP. Si vous avez avec un VPN, vous arrivez à avoir une adresse IP en dehors de Chine, c'est bien, mais il y a d'autres trackers dans vos téléphones et vos ordinateurs qui permettent plus ou moins de vous localiser par GPS, et donc on sait que vous accédez à Facebook depuis Shanghai, depuis Pékin, à moins que ça soit même carrément déclaratif, puisque moi-même, si vous allez sur mon profil Facebook, je suis enregistré comme étant résident à Shanghai. Alors pour revenir finalement à la question initiale de notre podcast, peut-être pour terminer, si on devait retenir trois éléments clés de pourquoi il faut s'intéresser au digital en Chine, quels seraient-ils ? 3 éléments clés. Allez, on va dire le premier. Le premier élément extrêmement important pour lequel il faut s'intéresser au marketing digital en Chine, on va dire, c'est l'utilisation du mobile, d'un dispositif mobile, que ce soit un téléphone, une tablette, puisque il me semble, de mon point de vue, que la société européenne, américaine, les sociétés occidentales vont énormément utiliser les dispositifs mobiles dans les prochaines années, et c'est déjà une réalité en Chine. Donc pour apprendre de ces usages, de ces habitudes, à apprendre les bonnes pratiques, à apprendre les mauvaises manières aussi, c'est extrêmement important de s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Alors, je vois que iOS, la version d'iOS 12 qui va sortir au mois d'octobre, va être équipée d'un dispositif pour contrôler le temps que l'on passe sur son écran. Il y a déjà des très très forts problèmes d'addiction en Chine, et c'est des choses pour lesquelles les applications chinoises existaient déjà en fait. Et c'est une réalité. Donc ça soit aussi bien pour des exemples de santé, des exemples de user experience. Il y en a énormément de choses à apprendre de la façon dont les Chinois utilisent leur téléphone mobile et de la façon dont les entreprises
interagissent avec le dispositif mobile pour vendre leurs produits et services ou simplement communiquer avec leur audience cible. Donc ça, on va dire que ça serait le premier point. Le deuxième point, qui me semble aussi important aussi, tout simplement le e-commerce. Quand on a vécu en Chine quelques années, on va dire sur ces 5 dernières années, on comprend l'importance en fait du e-commerce en Chine, puisque littéralement on peut tout acheter, que ça soit 1 kilo de poivron ou une Maserati, tout s'achète depuis un site e-commerce et spécialement depuis une appli e-commerce en Chine. Donc le e-commerce, le m-commerce, donc comment on va utiliser une application pour acheter son billet d'avion à 2 000 €, puisque c'est des choses que l'on fait de manière extrêmement courante aujourd'hui en Chine. Tous ces moyens de paiement en ligne, puisque qui dit e-commerce, m-commerce dit moyen de paiement. Donc ce moyen de paiement qui était utilisé pour ces sites e-commerce, comment il peut être porté aujourd'hui pour aider en fait les commerçants physiques à utiliser ces mêmes moyens de payer et leurs clients donc de les payer. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et s'il y avait une troisième raison ? La troisième raison, je pense que c'est l'utilisation des réseaux sociaux et des fonctionnalités sociales pour interagir justement entre les personnes, entre les marques et dans le e-commerce aussi. Et enfin dire que c'est un petit peu tout imbriqué en fait. Les réseaux sociaux et la gestion, le marketing des contenus, avec une création de contenu qui est effrénée, puisque les Chinois sont des très gros consommateurs de contenu en ligne, alors que ce soit à des fins commerciales ou à des fins d'information. J'aime bien ce terme de société de l'information, qui est un vieux terme qu'on utilise en France depuis des années pour dire Internet, ce sont des réseaux d'information extrêmement importants. Aujourd'hui, l'un des éléments moteurs de cette société de l'information en Chine, c'est quand même les contenus à dominante marketing, puisque les Chinois sont en train de créer leur connaissance et leur culture de l'Occident, souvent via des marques. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement important avec ce marketing des contenus et la façon ensuite dont ce marketing est disséminé, partagé, donc via des fonctionnalités sociales. Donc l'imbrication des fonctionnalités sociales est aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, ça c'est à peu près pour mon troisième point. Et le dernier point, donc je vous invite le bonus. Non, je vous invite à vraiment à garder un œil sur ce qui se fait en Chine. Garder de la suspicion si vous le voulez. Je pense que la Chine n'a aucune ambition de dominer le monde. Elle a surtout l'ambition de pouvoir contrôler ses propres entreprises, puisque ça part un petit peu dans tous les sens sur place. Mais au contraire, je pense que garder un œil bienveillant, essayer de comprendre ce qui se passe en Chine et la façon dont ça pourrait nous influencer. On va dire comme les États-Unis nous ont influencé il y a une vingtaine d'années avec au tout début de ces sociétés de l'information. Super Xavier, merci. Et du coup, si on veut te suivre, te trouver sur Internet ? Alors pour me trouver sur Internet, la manière la plus simple, je vous dirais, venez me visiter mon profil LinkedIn sur lequel j'essaye en fait de garder toutes mes informations à jour, mais vous pouvez me contacter et m'inviter directement sur LinkedIn et je suis bientôt en train de mettre à jour et de rendre public un nouveau projet et je vous en dirai plus quand ça sera prêt sur LinkedIn. Donc LinkedIn, Xavier Brochard, avec un T à la fin. Eh ben, merci beaucoup Xavier. Et merci pour en savoir plus sur le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP qui est aussi présent à Shanghai, on vous invite à consulter le site efap.com. Merci, à bientôt.